Alors, bonjour tout le monde, enfants et parents qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai le grand privilège de rencontrer un homme d'exception, le quatrième Québécois, Canadien à avoir été dans l'espace, le troisième à avoir fait une mission de longue durée. C'est vraiment un grand honneur de recevoir David Saint-Jacques. Bonjour David. Bonjour Maëlle, bonjour. Salut tout le monde à la maison. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Je vous appelle Oui. on se parle, je suis dans ma maison à Houston avec ma famille, près de la NASA où est-ce que je travaille. On a 3 petits-enfants et puis voilà, comme tout le monde, on est en confinement et puis on apprend à faire ça en famille comme tout le monde. Dites-moi donc, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes situé justement près de votre travail? Vous avez déjà habité au Québec? Bien, moi, je suis né au Québec, j'ai Ouais. grandi au Québec, je suis allé à l'école au Québec, à l'université au Québec. J'ai fait ma vie au Québec. Quand j'étais étudiant, j'ai vécu un petit peu en Europe parce que j'ai eu la chance de faire des études à l'étranger. Mais ça a surtout été au Canada. Puis, j'ai déménagé ici à Houston. On n'avait pas d'enfants encore, c'était juste moi puis ma fiancée à l'époque, quand je suis devenu astronaute, il y a 11 ans. Et, OK. donc, depuis 11 ans, on habite près de la NASA à Houston. Les 3 enfants sont nés ici. On a un petit garçon de 8 ans, un petit garçon de 6 ans, puis une petite fille de 3 ans. Et si on retourne en arrière un petit peu, si on parle du jeune David, à quoi ça ressemblait comme enfance, comme éducation, comme parcours scolaire? À quoi on peut s'attendre d'un futur astronaute? Bien, c'était très différent hein, dans le temps. Moi, j'étais à Hum. l'école primaire dans les années 70, quand Passe-Partout a été inventé. Puis, c'était très important pour nous. Il n'y avait pas d'ordinateur vraiment, il n'y avait pas de téléphone intelligent, il n'y avait pas de tablette, c'était dans des livres. Puis, on écrivait avec un crayon, toujours sur du papier. C'était très, très différent. Mais il y avait toujours des professeurs comme Marie-Ève, c'est toujours ça le plus important de l'éducation. Fait que j'étais à l'école publique de mon quartier à Saint-Lambert. J'étais un petit garçon curieux, là, comme bien des enfants. Et puis, j'ai toujours été fasciné par la nature, la science, comprendre le monde autour de moi. C'est toujours ça qui m'a fasciné, moi. Je rêvais d'explorer, de mieux tout comprendre ce qu'il y avait dans le monde. D'ailleurs, vous parlez d'explorer, ça doit venir de vos parents un petit peu. Je lisais sur vous là, au niveau des voyages. Les voyages datent hein, de cette époque-là, j'imagine? Oui, alors mes parents étaient des grands voyageurs. C'est ça qu'ils aimaient le mieux faire là, avec leur temps libre, c'était de voyager. Fait que j'ai eu la chance de voyager beaucoup avec mes parents quand j'étais enfant, puis surtout les étés. Et puis, ça m'a donné le goût. Ça m'a donné le goût. Fait que moi-même, quand je suis devenu plus vieux, puis que j'étais capable d'être indépendant, j'ai continué cette tradition-là de voyager. J'ai beaucoup voyagé comme étudiant. C'est une belle manière de voir le monde, hein, d'aller étudier dans d'autres pays. Donc, oui, c'est un peu ma passion, là. C'est un peu mon excuse, un peu de pouvoir de choisir d'être à l'étranger. C'est fantastique. J'ai eu la chance de vivre en France, en Angleterre, au Japon, aux États-Unis maintenant. Fait que tout ça, ça enrichit notre perspective, hein, la chance de connaître d'autres cultures, de connaître d'autres langues. Fait qu'on est chanceux au Québec, on parle français, mais on peut facilement apprendre l'anglais. Ça, c'est très utile pour tout le monde de maîtriser plusieurs langues. On peut aussi facilement apprendre l'espagnol parce qu'il y a plein de gens des pays d'Amérique du Sud chez nous. Fait que ça, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, quand on regarde votre parcours, c'est vraiment impressionnant au niveau académique. C'est sûr qu'on voit le copier-coller de votre curiosité d'enfance. Hein. On remarque que vous avez commencé comme est-ce que c'est ingénieur en physique, si je ne me trompe pas? Quel a été le parcours pour se rendre comme astronaute? Parce que j'imagine que ce n'était pas l'ultime carrière que vous aviez peut-être pensé à la base. Non, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de parcours pour devenir astronaute. Moi, je ne pensais pas que c'était possible, hein? Mais c'était comme c'était un peu mon fantasme, comme mon rêve. J'étais fasciné par l'espace. La première fois que j'ai vu des images comme ça, je ne sais pas si vous voyez sur le mur derrière Oui. moi, mais hein, c'est la Terre dans l'espace, vue de la Lune. La première fois que j'ai vu ça, puis que mon père m'a expliqué que le photographe était sur la Lune. Et puis la Lune, je la voyais dans le ciel, c'est évident qu'elle est très loin. Hein? Quand j'ai compris cette perspective-là, ça a complètement changé ma vision du monde. Puis je suis devenu un peu obsédé par l'espace. Je trouvais tout intéressant, je voulais tout comprendre sur l'espace depuis que je suis tout petit. Je ne pensais pas que je pouvais devenir astronaute, mais
c'était un peu comme les astronautes, c'était un peu comme mes modèles. Alors, ça m'a guidé pour rester en bonne santé. C'est important d'être en bonne forme pour être astronaute, de prendre soin de son corps, bien manger, faire l'exercice. Ça m'a guidé à rester à l'école, à étudier fort, à essayer de comprendre le plus possible de choses, à voyager, à apprendre des langues. Ça m'a aussi guidé à devenir un peu une personnalité d'astronaute. Ça veut dire être capable de quelqu'un de fiable, quelqu'un à qui on peut donner des missions et on sait qu'il va le faire. Quand un astronaute dit « oui, je vais le faire », c'est sûr qu'il va le faire. C'est très, très important d'avoir qu'on puisse nous faire confiance. Fait que ça m'a toujours motivé à tenir ma parole, puis à être quelqu'un à qui on peut faire confiance pour aider. Puis toute ma vie, j'ai été un peu guidé par ça. Donc, rester en bonne santé, être curieux, plus apprendre, et puis être quelqu'un de fiable. Et ça, c'est un peu le rêve de l'espace qui m'a donné ça, mais je ne pensais pas que c'était possible. C'était un peu comme, moi, j'ai un de mes petits garçons en ce moment qui rêve d'être samouraï. C'est pas possible, mais c'est quand même un bon rêve à avoir. C'est quand même un bon guide. Hein? C'est quand même un bon guide. C'est comme ça que je voyais ça. Puis j'étais déjà médecin, je travaillais. J'ai devenu ingénieur, comme tu dis, parce que c'est ça que mon papa avait fait, puis mon grand-père aussi. Fait que je suis devenu ingénieur, puis j'aimais ça, les machines, pour comprendre comment ça marche. Puis après, je suis devenu astronome pour comprendre les étoiles, puis comprendre l'univers. Puis plus tard, je suis devenu médecin. Pour aider les gens et pour comprendre plus l'humanité, en fond. Puis je travaillais comme médecin dans le Grand Nord, dans un petit village dans l'Arctique. C'est pour ça que j'ai plein de choses, des sculptures qui viennent du Grand Nord dans ma maison. C'est là que j'ai entendu parler qu'ils recrutaient des astronautes. Puis c'est comme s'il y avait la voix d'un petit garçon là, dans ma tête qui me disait « Ah, il faut que tu essayes! Il faut absolument que tu essayes! » Puis voilà, j'ai été chanceux, ça a marché. Puis maintenant, ça me fait un grand plaisir de partager l'expérience. Mais c'est bon d'avoir un rêve un peu fou, un rêve un peu extraordinaire, parce que même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Le rêve, il nous dit dans quelle direction aller, il nous aide à grandir. Alors, le recrutement, c'est arrivé un petit peu plus loin dans le parcours, au courant que pendant que vous exerciez la profession de médecin, comment on applique sur ce poste-là? À quoi ressemble une formation d'astronaute? J'imagine qu'on n'enfile pas tout de suite l'habit bleu que vous avez en ce moment. Non, c'était long. Le processus de sélection, ça a pris 1 an. OK. C'était 1 an de tests, tous les tests possibles. Des tests physiques, évidemment, pour voir si on n'a pas des maladies cachées. Des tests pour voir si on est bon en sport, qu'on peut nager, courir, qu'on va être résistant là, physiquement. Des tests de connaissances aussi. Des tests pour savoir si on est capable de piloter les avions. Des tests de personnalité, beaucoup. Puis surtout, je dirais, beaucoup des tests de travail d'équipe. C'est quoi peut-être le plus important, c'est... on le voit ça des fois à l'école ou devant nos amis. C'est facile d'être gentil quand tout va bien. Mais comment est-ce que tu es quand ça va pas bien? Tu es comment quand ça va mal, quand tu as peur, quand tu es fatigué, quand tu es tanné? C'est quoi ta vraie personnalité quand c'est difficile? Parce que c'est ça vraiment qui est important dans le travail d'équipe. Fait qu'il y avait beaucoup de tests comme ça pour voir si est-ce que ça tente aux gens d'aller dans l'espace avec toi? Ouais. Fait que ça a pris 1 an, tous les tests comme ça. 1 an, c'est fou, hein? C'était vraiment très, très long. Bon, après 1 an, on décide qu'on part en mission. Et là, je veux juste donner, moi, ça m'a bien impressionné de savoir tous ces chiffres-là. On part en mission le 3 décembre 2018. On fait le tour de la Terre 3264 fois. On parcourt plus d'1 million de kilomètres. Et on nomme par tradition, je pense, cette mission-là perspective, parce qu'on voit la Terre de la perspective de l'espace. Et là, avec toutes ces choses-là qui sont vécues durant cette mission-là, il y a sûrement des belles choses, mais on a quelqu'un une petite élève qui aimerait vous poser une question déjà pour commencer, avant de vous nous parler de votre mission. Elle s'appelle Mireille. Elle est en 4e année et elle vient de Mont-Tremblant. Alors, elle se joint à nous. Bonjour Mireille. Est-ce que tu nous entends? Bonjour. Salut Mireille. Ouais. C'est quoi pour ta question? Alors, ma question, c'est quand que tu as eu le plus peur dans l'espace?
Ah oui, bonne question. J'ai souvent eu peur, je dois dire, parce que euh, c'est très dangereux aller dans l'espace. D'abord, la fusée, ça c'est ma fusée, j'ai un modèle accolé de ma fusée. La fusée, c'est très dangereux. Fait que ça, j'avais peur un peu que ça explose, évidemment, mais j'étais très bien entraîné. Je m'étais pratiqué pendant des années, tout l'équipage. Après ça, quand on est dans l'espace, quand j'ai mis mon gros scaphandre d'astronaute pour aller sortir dehors, ça aussi, c'est très dangereux parce on est comme exposé au vide spatial. Mais encore une fois, on est très bien entraîné. Ça faisait des années que je m'étais pratiqué dans une grosse piscine à faire semblant d'être dans cette vie-là. Puis je connaissais très bien le scaphandre. Alors, je te dirais que dans la vie d'un astronaute, il y a beaucoup de choses qui sont très épeurantes, mais l'important quand quelque chose est épeurant, c'est de se préparer. Il ne faut pas laisser la peur nous paralyser. Quand on a peur de quelque chose, moi, je me dis, quand j'ai peur de quelque chose, ça veut juste dire que je suis intelligent puis je sais que c'est dangereux. Ça veut dire qu'il faut que je me prépare. Puis si je suis bien préparé, puis j'ai bien étudié, puis je me suis bien pratiqué, puis j'ai pensé à toutes les... Qu'est-ce que je ferais si ça arrivait? Qu'est-ce que je ferais si ça arrivait? Bien là, la peur, elle diminue. Elle diminue, elle diminue, elle diminue. On la contrôle, puis on peut quand même vivre nos aventures, vivre notre vie librement parce qu'on contrôle notre peur. Mais il faut l'écouter, la peur. C'est un bon signal. Ça veut dire qu'on est intelligent, puis on sait qu'il y a des choses dangereuses autour de nous. Mais ça veut juste dire qu'il faut faire attention. Mais parfait. Merci beaucoup, Mireille, pour ta question. Bye, Mireille. Bye-bye. Alors, si on continue un peu avec la fameuse mission dans l'espace, on sait que la mission j'imagine, en fait, a des bienfaits pour l'humanité. On se rend là pour une raison en particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Oui, alors, le but des missions spatiales comme celle que j'ai faite, moi, je suis parti donc en fusée, mais je ne suis pas resté dans la fusée. La fusée est allée s'arrimer à la Station spatiale internationale. Ça, c'est un immense vaisseau spatial, tellement gros, il a été fabriqué dans l'espace. Ça a pris 10 ans à le fabriquer. Chaque pays a fait un morceau, puis c'est le bras canadien qui l'a assemblé. Et ça, c'est un laboratoire dans l'espace. C'est un laboratoire, puis les astronautes qui sont dans le laboratoire, on est là pendant 6 mois à peu près, et on fait de la recherche scientifique. Ça veut dire qu'on étudie surtout le corps humain. C'est surtout de la recherche en médecine qu'on fait pour comprendre les effets de l'espace, du fait qu'on flotte sur le corps humain, parce que ces effets-là ressemblent beaucoup à des maladies que tout le monde peut avoir sur Terre. Et comme ça, on peut étudier très facilement sur les astronautes. Par exemple, si sur Terre, tu ne fais pas beaucoup d'exercice, tu es un peu paresseux, tes os ils vont devenir très faibles. Parce que ton corps, il dit, j'en ai pas besoin d'avoir des gros muscles et des gros os, j'en ai pas besoin, je ne fais rien avec. Et là, où on devient faible et fragile. Si on fait beaucoup d'exercice, là, les os et les muscles restent forts. Mais la même chose arrive aussi aux astronautes dans l'espace. À cause que tout est léger parce qu'on flotte, nos os commencent à disparaître, puis ils sortent dans notre pipi. On urine nos os. Ouais. Puis si on ne fait rien, les muscles aussi deviennent tout petits. Puis avant, les astronautes, ils revenaient de l'espace, puis ils étaient très faibles, ils n'étaient pas capables de marcher. Mais là, on a appris comment compenser ça. Et ce qu'on apprend pour aider les astronautes, on peut l'utiliser sur Terre pour aider les gens. Par exemple, il y a des personnes âgées, peut-être vous avez grand-père, père ou grand-maman, que leurs os sont très faibles. Hein, ça arrive très souvent. Ça arrive naturellement quand on vieillit. Mais on peut étudier cette maladie-là, l'ostéoporose, très facilement chez les astronautes pour aider tout le monde sur Terre. Wow! Vraiment, vraiment très passionnant tout ça. Au niveau de la routine, comment ça se passe une journée ou en tout cas une semaine type dans l'engin spatial? Dans la station. Alors, Ouais. première chose qu'il faut comprendre, hein, on tourne en rond autour de la Terre. Ouais. On tourne, on va tellement vite, là. On va à 8 km par seconde. OK. C'est vraiment vite. Ça veut dire qu'on traverse le Canada en 10 minutes. On fait le tour de la Terre en 1h30. Fait qu'à chaque jour, on voit 16 fois le lever du soleil et 16 fois le coucher du soleil. Fait que nos vies sont réglées, on regarde on fait un horaire, mais c'est un drôle de rythme de vie. Hein? On essaie de revivre quand même sur 24 heures, mais c'est un peu arbitraire. On a chacun une petite chambre à coucher. C'est comme une cabine téléphonique de l'ancien temps, pour ceux qui connaissent ça, avec un sac de couchage collé sur le mur, dans lequel on a nos objets personnels. Moi, par exemple, j'avais amené mon cube Rubik. Puis j'avais amené des petits schtroumpfs. J'ai ma famille représentée par des petits schtroumpfs comme ça. Un pour chacun de mes enfants. Eux étaient dans ma chambre, ils ont voyagé avec moi. On a une petite chambre comme ça. Après ça, mais quand c'est la journée de travail, alors on fait, je dirais, 3 sortes de choses. Dans la journée de travail, d'abord, on fait des expériences scientifiques, comme j'ai décrit.
peut-être des centaines d'expériences qu'on fait pendant notre mission. Après ça, bien, il faut l'entretenir, la station. Il faut réparer ce qui est cassé. Hein? C'est une machine qui nous garde en vie. On vit dans une machine. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de travail pour juste la garder en bon état. Un peu comme dans une maison, il faut garder le système de chauffage correctement, le système de climatisation, le lave-vaisselle, le frigidaire, la même chose. Il faut garder ça en bon état. Donc, on fait ça. Puis après ça, bien, on fait de l'exercice. Beaucoup de sport. 2 heures par jour d'exercice pour rester en forme. Puis on mange bien, on essaie de bien dormir, on s'occupe de nous-mêmes, puis on essaie aussi de... Après ça, j'ai passé beaucoup de temps à la fenêtre, à regarder la Terre, vue de l'espace. Ça, c'était mon passe-temps préféré. Des fois, on a un téléphone, un peu comme un téléphone par ordinateur, puis j'étais capable de parler à mes amis, à mes enfants, à ma famille, en regardant la Terre. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Wow! Écoutez, on a des questions qui sont revenues. J'ai Léane Bergeron, 3e année, de Saint-Élie-de-Cassitune, qui, elle, nous demande, elle est curieuse justement pour parler de regarder par la fenêtre, quel est l'endroit le plus spécial, impressionnant qu'on peut voir de notre planète Terre? Y a-t-il un endroit en particulier qui est impressionnant? Ouais. Bien, il y a plusieurs choses que je peux dire. Léane, par exemple, alors imagine, moi j'aimais ça regarder le Québec. Déjà. C'est très facile de reconnaître le Québec puis de l'espace à cause de la forme de la Gaspésie et puis la texture de la roche du Grand Nord. Hein, tout l'Arctique, c'est très facile à reconnaître. Okay. Alors ça, j'aimais ça reconnaître. C'est comme un jeu qu'on joue il y a très longtemps. On va à la fenêtre, on ne sait pas où est-ce qu'on est, puis on essaie de ne pas regarder le GPS puis de deviner où est-ce qu'on est. Juste, si par exemple, on voit plein de petites villes collées, ça c'est peut-être l'Europe. Si on voit juste de l'eau, c'est peut-être le Pacifique. Si on voit juste des déserts, c'est peut-être le Sahara, ou c'est peut-être... Si c'est tout rouge, ça a l'air de Mars, ça, c'est l'Australie. Ça, c'est un... si c'est les Bahamas, il y a des îles là, au sud du Mexique, ça, c'est tellement beau, là, ça. C'est comme bleu turquoise, c'est impressionnant. Mais sais-tu, moi, ce que je trouvais peut-être le plus beau à voir de l'espace, c'était la nuit, voir les aurores boréales. Wow! Parce que dans l'espace, on est en haut des aurores boréales. Fait que ça fait comme c'est comme voir c'est comme des fantômes verts qui dansent au-dessus de la Terre, les aurores boréales. Ça, c'est fantastique. Fantastique. Wow, quelle chance! Est-ce que vous avez pris des photos? Est-ce que ça se fait prendre des photos? Oui, il y a même des films qui existent. Vous pouvez aller voir ça sur Internet. Vous pouvez trouver ça. Oui, vous trouvez ça, des aurores boréales vues de l'espace. Ouais. Wow! On a une autre question. Puis là, quand j'ai lu cette question-là, je dois vous avouer que ça devient ma question aussi. C'est Liam, 12 ans, de Rimouski, qui nous dit « Il y a l'air de verre toujours noir dans l'espace. Pourtant, on connaît le Soleil. Pour quelle raison on voit ça? » Alors, ça, c'est une bonne question de physique. Alors, la vraie question, c'est pourquoi le ciel est bleu sur Terre? Hein? Ouais. Le ciel, il est bleu parce que la lumière du Soleil, elle contient toutes les couleurs. Elle contient du jaune, du rouge, du bleu, tout ça. Puis quand la lumière du Soleil traverse l'atmosphère de la Terre droit au-dessus de nos têtes, elle traverse directement, tout se rend. Mais quand la lumière du Soleil traverse l'atmosphère comme sur le long, au coucher du Soleil, c'est quelle couleur le ciel au coucher du Soleil? Rouge. Oui, il y a juste le rouge qui est capable de traverser. Okay. Le bleu, il rebondit. Il rebondit, puis il remplit le ciel de bleu. C'est pour ça qu'on voit toujours du bleu. Le bleu qu'on voit là en ce moment, c'est le bleu qui a été volé à la lumière du soleil aux endroits où en ce moment, c'est le coucher de soleil ou le lever de soleil. C'est la lumière qui manque dans les couchers de soleil et le lever de soleil qui fait que c'est rouge. Mais quand dans l'espace, il n'y en a pas d'air. Fait que tu as toujours la lumière pure du soleil. Mais il n'y a pas de... La lumière à nulle part où aller, fait que le ciel reste noir. C'est vraiment étrange. Même tu es en plein soleil, il fait super chaud, là. Le soleil te frappe tellement chaud, mais le ciel est noir. Noir, comme tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu un noir aussi noir que ça. Ouais. C'est pour ça que ça doit être difficile de savoir, de délimiter c'est quoi la journée de la nuit, j'imagine. Hein? Oui, c'est un peu difficile, puis c'est un peu comme... mais il faut faire un effort pour décider c'est quoi. C'est un peu comme nous en confinement. Tu sais, ça peut être tentant de rester en pyjama puis de ne pas savoir trop quand manger parce qu'il n'y a pas de contraintes, mais c'est important de se faire un horaire parce que l'esprit humain a besoin d'une structure pour bien fonctionner. Fait que c'est pareil, les astronautes, c'est pareil qu'à des gens en confinement. Il faut se faire un horaire. Il
faut se dire, là, c'est le début de la journée, là, c'est la fin de la journée, là, c'est le temps de jouer, là, c'est le temps de travailler, là, c'est le temps d'étudier, là, c'est le temps de parler à des amis. Puis se faire un horaire comme ça, on peut accomplir quand même les mêmes choses, puis c'est plus satisfaisant quand on se met une structure. Mais c'était le même problème dans l'espace. Ouais. Ben oui, tout à fait. On a un autre élève, hein, une autre chanceuse qui s'appelle Alice. Et cette fois-ci, Alice vient de Montréal. Elle a maternelle, là, j'allais dire 6 ans, mais un peu plus bien que ça. Alors, elle se joint à nous. Bonjour, Alice. Bonjour, Alice. Est-ce que tu es prête à poser ta question, belle Alice? On t'écoute. Tu voulais nous parler que tu avais commencé à faire du vélo. Est-ce que ça se peut? J'ai commencé à faire du vélo à 2 roues la semaine passée. Je suis vraiment bonne à ça. Est-ce qu'un jour, si je suis dans l'espace, je peux faire du vélo à 2 roues sur la Lune? Ah, sais-tu, ça serait difficile. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu es en vélo, hein, tu tournes tes roues, puis il faut que tu avances, puis c'est ça qui te garde ton équilibre. Hein? Si tu ne vas pas assez vite, tu tombes. Fait qu'il y a la force de la gravité qui te tire vers le bas, qui veut te faire tomber, puis il y a la force centrifuge de tes roues qui te garde vers le haut. Puis tu es comme étiré. Tu as une force vers le bas, puis une force vers le haut, puis ça te tient droit. Quand tu es sur la Lune, la gravité est beaucoup plus faible. Beaucoup, beaucoup plus faible. Fait que ce qui te tire vers le bas est plus faible un peu, fait que l'équilibre est moins bon. Imagine que tu prends ton vélo, puis tu essaies de faire du vélo dans une piscine. Dans une piscine, on flotte, hein? Imagine que tu as de l'eau jusque-là. Là. Tu as de l'eau jusque-là. Fait que tu es capable de marcher, mais tu n'es pas très lourde dans le fond de la piscine à cause de l'eau que tu flottes. Imagine essayer de faire du vélo dans de l'eau jusque-là. Est-ce que ça serait facile? Non. Non, hein? Ça patinerait, les roues tiendraient mal. Il n'y a pas assez de gravité sur la Lune pour que ça soit facile. Ça serait difficile de faire du vélo sur la Lune à cause de ça. Ça serait comme essayer de faire du vélo dans une piscine. C'est bizarre. Hein? Hey, merci, Alice. Puis continue de faire du vélo à 2 roues. On veut voir ça. Bravo, bravo. Bye bye, Alice. Moi, j'aimerais qu'on continue en parlant de votre retour sur la Terre. Après une mission de ce genre-là, on a vu des images que j'ai présentées aux jeunes aujourd'hui. En fait, on semble ressentir une certaine peut-être lourdeur ou en tout cas quelques problèmes physiques. J'aimerais que tu m'en parliez un petit peu plus. Oui, alors c'était... Quand on va dans l'espace, il faut que notre corps s'adapte au fait qu'il n'y a pas de gravité. Et c'est difficile pour le corps, ça prend à peu près 1 mois au moins à s'adapter à ça. Au début, tu vas dans l'espace, puis tout le sang monte dans ta tête, puis tu es comme congestionné, puis ça donne mal à la tête, puis c'est pénible, puis tu es désorienté parce que tu ne sais pas c'est où le haut, le bas, mais tu t'adaptes. Puis après plusieurs mois, tu es complètement adapté à l'espace, tu es capable de voler. C'est extraordinaire, tu sais, puis tu es très habile à voler. Puis à la fin de la mission, tu es habile, tu es orienté, tu es fort, tu te sens bien, tu es vraiment adapté. Puis là, quand tu reviens sur Terre, là, la gravité, il faut que tu redécouvres la gravité. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment pénible. Ça m'a pris des mois et des mois avant de redevenir habitué à la gravité. Je me sentais faible, je me sentais lourd, mes bras étaient lourds. Tout mon sang était tombé dans mes pieds, fait que je me sentais un petit peu étourdi. Puis j'étais un petit peu comme mélangé. C'était vraiment, vraiment pénible. Mais ma famille m'a bien aidé, puis les médecins sont bien occupés de moi. Puis là, je suis complètement revenu, mais ça a pris... Je pense que c'était même plus difficile de se réadapter à la Terre que ça a été de s'adapter à l'espace. C'est bizarre, hein? C'était comme ça. Mais non, mais je peux croire, hein, ça a un impact physique. Puis au niveau de la carrière, qu'est-ce qu'on fait au retour? Qu'est-ce que ça fait un astronaute qui revient sur la Terre? Là, je vois une belle mission au niveau environnemental, mais concrètement, à quoi ça ressemble? Alors, maintenant, je suis devenu un peu comme un instructeur, comme un prof, comme Marie-Ève. Il y a toujours des nouveaux astronautes. Ça, c'est par exemple, ça, c'était, moi, quand j'ai commencé, ça, c'était ma classe d'astronautes, il y a 10 ans, là, quand j'étais à l'école des astronautes. Puis, mais tous ces gens-là, maintenant, depuis ce temps-là, il y en a d'autres, des nouveaux astronautes. Et puis, c'est nous, leurs professeurs. Fait que moi, je suis souvent un instructeur pour les nouveaux astronautes. Je leur apprends comment ça servir du scaphandre, des fusées. Puis aussi, je travaille au centre de contrôle. Le centre de contrôle, c'est un peu comme l'aéroport pour l'espace. C'est là qu'on parle à la radio aux astronautes qui sont dans la station. Fait que ça, je fais ça. Je suis comme un peu leur conseiller, leur coach, si on veut. Donc, c'est surtout ça, le travail d'un astronaute sur la Terre.
OK. Puis, pour la suite des choses, j'ai un élève qui était curieux de savoir, on vous entendait parler avant de partir pour une mission, il y avait une genre de quarantaine qui était établie. Oui. Et là, on voulait savoir, faire un lien avec le confinement actuel. Est-ce que ça peut ressembler à cette fameuse quarantaine-là que vous avez vécue? Oui, ça ressemble de plusieurs manières. Parce que tu ne peux pas sortir, parce que tu es toujours avec les mêmes personnes, puis parce que tu as comme moins de contraintes. Fait que ça peut avoir l'air le fun au début, pas d'école, liberté, mais c'est difficile de garder un sens à tout ça. Fait que je trouvais que les défis psychologiques étaient les mêmes. Et puis mes trucs pour ça, c'est d'abord, il faut s'organiser, ça je vous l'ai déjà dit. C'est très important de se faire un horaire et de respecter son horaire. Comme ça, on peut continuer à accomplir des choses. On prend bien soin de notre santé, bien manger, faire de l'exercice, bien dormir. Ça, c'est très important, s'organiser. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, garder du sens à ce qu'on fait. Ça, je trouve qu'il y a 2 trucs. Premièrement, tu peux garder la mission. C'est quoi ma mission? Te rappeler c'est quoi la mission. Dans l'espace, ma mission, c'est une mission scientifique, mission d'environnement. Nous, en ce moment, notre mission, c'est de protéger les gens les plus fragiles de notre société. C'est ça notre mission. Puis aussi, après ça, tu peux apprendre à te concentrer sur ce que tu fais. Si en ce moment, tu es en train de faire tes devoirs, tu fais ça bien. Si après, tu es en train de faire le ménage, tu fais ça bien. Tu es en train de jouer, tu fais ça bien. Tu es en train d'écrire une lettre à grand-papa, grand-maman, tu fais ça bien. Tout ce que tu fais, tu te concentres et tu le fais bien. Comme ça, tu gardes un sens à ton activité. Puis la troisième affaire la plus importante, je trouve, c'est de penser aux autres. Au lieu de penser à soi, puis ce qu'on voudrait faire, puis ce qu'on n'aime pas, puis ce qui nous manque, pense aux autres. Qu'est-ce que tu peux faire pour les autres? Puis les autres vont penser à toi. Et comme ça, ça devient plus positif. Puis des fois, ça veut juste dire respecter la bulle des autres. Tout le monde a besoin d'être tout seul un peu. Il faut vraiment respecter ça. Fait que ça, c'est mes 3 trucs qui étaient, je trouve, très, très semblables. C'est très inspirant, M. Saint-Jacques. J'aimerais terminer notre rencontre en lançant peut-être un petit message aux jeunes qui ont des rêves un peu fous, comme était le vôtre, celui d'être astronaute. Qu'est-ce qu'on pourrait leur lancer comme message à ces jeunes-là qui nous écoutent? Et peut-être les adultes, parce que les adultes aussi ont encore des rêves. Hein? Ouais. Tout le monde a besoin de rêves. Je trouve que c'est notre trésor le plus important, nos rêves. Et des fois, le rêve, c'est une toute petite voix, très, très faible, très gênée. Mais il faut l'écouter, notre rêve, parce qu'il y a juste toi qui peux savoir c'est quoi ton rêve. Et si toi, tu ne le sais pas, ben quelqu'un va te dire quoi faire. C'est juste dommage. C'est mieux de suivre ton idée. Mais le plus important, il faut comprendre, il faut voir un rêve comme ça. Il faut dire, un rêve, c'est comme l'étoile polaire. Est-ce qu'on peut y aller à l'étoile polaire? Non. Mais on peut quand même se servir de l'étoile polaire pour notre direction. Fait que ton rêve, c'est comme une direction. Ça te dit à chaque matin, aujourd'hui, je vais faire un pas dans cette direction-là. Et ça t'aide à faire des bons choix de vie, à bien grandir. Puis après ça, bien, des choses arrivent dans la vie, tu changes d'idée, tu changes de direction, tu changes de rêve. C'est pas grave. Mais l'important, c'est que ton rêve, même s'il est fou, même s'il est impossible, c'est pas grave. Il te donne à chaque jour des idées pour comment grandir, comment t'améliorer, dans quelle direction tu veux aller. Puis, à la fin, si tout ce que tu as fait, c'est des bons choix guidés sur ton rêve, bien, le résultat va être le bon. Même si tu n'es pas arrivé à ton rêve, ça, c'est pas grave. Il ne faut pas être déçu si on n'y arrive pas. Il faut être déçu si on n'essaye pas, par exemple. Je vous encourage tous à trouver votre rêve puis à ne pas avoir peur de votre rêve. C'est votre plus beau trésor. Merci, M. Saint-Jacques, pour ce bel entretien. Merci pour le partage de passion, en tout cas, qui vous anime, puis les conseils précieux qu'on va retenir, même en ce moment de pandémie. Merci de vous être prêt au jeu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à toi à la maison. Là. Puis soyez tous courageux puis braves. On est capable de passer à travers ça ensemble. Je sais que c'est très difficile pour beaucoup de familles. Puis je pense beaucoup à tout le monde. Je vous aime tous. Bye. Parfait. Bye.